ce, je voudrais passer la parole au président de l'AIS pour dire son mot de bienvenue. Au nom de l'Association africaine pour l'initiative économique et la solidarité, AIS, je voudrais remercier Monsieur le Président de BRISOC pour être venu, pour avoir accepté d'être parmi nous, ce qui est une marque de confiance, une marque de sympathie et surtout la preuve de son attachement à l'espoir que représente ce projet. Nous voulons le remercier aussi parce que ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Le président du BRISOC a facilité la conclusion dans les jours qui viennent d'une convention de partenariat qui nous permettront de prendre en charge les objectifs et surtout les besoins spécifiques de la communauté africaine. Ce n'est pas à vous que j'apprendrai que cette communauté est parmi celles qui sont les plus vulnérables, les plus défavorisées, les plus précarisées, et que dans ce sens-là, notre collaboration nous permettra évidemment de résoudre certains problèmes. Mais ces problèmes trouveront leur solution surtout dans l'engagement de chacun d'entre nous. Elles ne viendront pas de l'extérieur, elles doivent venir d'abord de nous. Et c'est cet engagement qui pourra aussi amener ceux qui nous apportent leur concours extérieur à mesurer le niveau de leur intervention. Et je souhaite évidemment que les acteurs africains de la vie économique ici puissent, par leur témoignage, montrer à quel point BRISOC a pu les accompagner depuis des années dans la création et le développement de leurs activités économiques. Je serais incomplet si je ne remerciais pas non plus la maison qui nous accueille ici, les réseaux Financité, qui nous accompagnent depuis plus de 5 ans dans ce projet. La logistique dont nous bénéficions depuis 5 ans a été un atout considérable pour notre visibilité. Je voudrais donc que le réseau Financité trouve ici l'expression de notre gratitude. Mesdames, Messieurs les Présidents, Messieurs, c'est un grand plaisir pour moi de parler à l'occasion de votre colloque de l'importance pour BRISOC de la communauté entrepreneuriale africaine à Bruxelles. Depuis plus de 16 ans maintenant, BRISOC se préoccupe de financer ceux qui ont des difficultés socio-économiques et qui souvent sont très mal accueillis par le secteur bancaire. Nous avons financé beaucoup d'entrepreneurs issus de la diversité, comme on dit aujourd'hui, et en particulier des communautés subsahariennes. Je me souviens d'il y a quelques années où j'ai déjà participé au Sénat à un colloque sur les activités de l'entrepreneuriat subsaharien, et je suis ravi aujourd'hui d'à nouveau avoir l'occasion d'exprimer tout l'intérêt qu'offre pour BRISOC la volonté entrepreneuriale de gens issus de la communauté africaine notamment. Pour nous, c'est évidemment de première importance que ce type d'événement nous permette de donner accès à l'information. Qu'est-ce que l'autorité publique bruxelloise, qu'est-ce que, en particulier, le groupe SRIB Finance Bruxelles, dont BRISOC est l'une des principales filiales, peut offrir comme financement à des gens comme vous. Nous le faisons, je viens de le dire, depuis plus de 16 ans, et je pense que si je devais citer tous ceux que nous avons financés, je suis sûr que vous en connaissez quelques-uns, je vais en citer l'un ou l'autre. Dans l'ORECA, nous avons financé M. Camilou, qui au départ avait une toute petite entreprise, c'était limité à sa personne et puis il y a eu un employé. Aujourd'hui,
on en est à beaucoup plus puisqu'on atteint la vingtaine d'employés et qu'il fait ses activités sur 3 sites différents. Récemment, l'année passée pour être précis, avec le bourgmestre d'Anderlecht, j'avais le plaisir et l'honneur d'inaugurer Africa Market qui se trouve juste en face des abattoirs d'Anderlecht. Et là aussi, c'était à Bruxelles la création, l'inauguration de la première supérette, je vais dire, à destination de la communauté africaine, spécialisée dans les produits africains. Il y a déjà beaucoup d'années aussi, nous avons travaillé avec Sika Beauté, qui est un service d'esthétique situé dans la rue Haute. Et là aussi, ça a été une première quand on a financé Sika Beauté. Aujourd'hui, évidemment, les choses se développent. Mais pour nous, c'était aussi un signal de l'intégration de la communauté africaine avec une jeune femme. Elle était très jeune à l'époque. Si ma mémoire est bonne, mais si je me trompe, Ahmed me fera signe. Elle avait une trentaine d'années quand elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et je trouve que quand on voit l'évolution de ses affaires, il y a une grande admiration en ce qui me concerne parce qu'elle a progressivement développé ses affaires et a complété son service d'esthétique par plein d'autres services. Mais ce colloque est aussi l'occasion de discuter entre nous et avec vous de comment peut-on faire évoluer positivement l'entrepreneuriat africain en Belgique et en particulier en région Bruxelles-Capitale. Depuis le début, je l'ai rappelé, au niveau de Brussoc, nous sommes très attachés à financer des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui n'ont pas le soutien des banques. Et il est vrai que ce n'est pas exclusivement la communauté africaine de Bruxelles, mais souvent les banquiers sont très frileux quand ils voient arriver un jeune entrepreneur d'origine africaine qui n'a pas beaucoup de garanties à offrir, ou parfois pas du tout, et qui veut quand même se lancer dans l'entrepreneuriat, la création d'une entreprise. Et souvent, la réponse des banquiers, ils ne disent jamais non, en fait. Jamais ils vont vous dire non si vous demandez un crédit, mais ils vont vous demander des garanties qui sont parfois astronomiques. À Brussoc, ceux qui nous connaissent savent, nous ne demandons pas de garantie. Nous avons une discussion approfondie entre ce que nous appelons le porteur de projet, notre futur partenaire, et les collaborateurs dirigés depuis plus de 15 ans par Ahmed, que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous, et qui porte ce projet Brussoc depuis sa création. C'est vrai que c'est une discussion entre mes collaborateurs et le porteur de projet pour voir si on va pouvoir se comprendre, s'entendre, et aussi pour voir si le projet est crédible. L'UCM, il y a 3 ans, avait fait une enquête qui montrait que 50% des nouvelles entreprises qui sont créées à Bruxelles sont des entreprises portées par des porteurs de projets issus de la diversité. 50%. Donc ce qui explique que ce n'est pas une bonne idée d'avoir autant de diversité à Bruxelles. Il ferait bien d'apprendre à lire des statistiques, parce que s'il n'y avait pas les gens issus de la diversité, eh bien l'économie bruxelloise se porterait beaucoup plus mal. Je pense que non seulement vous êtes un facteur de richesse, un facteur d'apport culturel, mais aussi socio-économique, et aussi un facteur de dynamisme. S'il y a 50% des entreprises qui sont créées par les gens issus de la diversité, c'est bien la preuve que les gens issus de la diversité ont un terrible dynamisme. Et d'ailleurs, je ne suis pas ici pour faire un cours de sociologie, mais on le voit très nettement dans certains coins de Bruxelles, mais coins qui deviennent de plus en plus importants au niveau de la superficie dans les 19 communes. C'est clair qu'il y a des quartiers entiers où la création d'entreprises est uniquement portée par les gens comme vous ou d'autres issus de la diversité. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de venir parler, transmettre notre admiration pour les gens qui, comme vous, se lancent dans l'entrepreneuriat alors qu'ils ne sont pas toujours les plus favorisés, ça a été dit par votre président tout à l'heure.
je pense effectivement que nous avons tous besoin les uns des autres pour faire en sorte que cette région se porte mieux, qu'il soit le mieux possible agréable de vivre ensemble dans cette région, quels que soient les événements qui se passent. Et on peut dire que ces 2-3 dernières années, on a été gâtés en matière d'événements négatifs. Donc un colloque comme ça, pour moi, c'est un événement positif et il faut se réjouir des événements positifs. Il n'y en a malheureusement pas assez, mais grâce à vous, aujourd'hui, je suis ravi de commencer la semaine avec un élément positif et je vous remercie de m'avoir invité. Alors, monsieur le directeur d'Africa, Jean-Marie Thomas, va essayer de faire un état des lieux de la situation actuelle. Et après cela, nous essaierons d'avoir un petit débat. Quand les partenaires ici de l'AIS m'ont contacté, ça tombait très très bien parce que ma société est dans le domaine des médias, mais aussi des études de marché de la communication. On l'a appelé d'Africa parce que nous sommes focalisés sur ce marché. Nous avions fait une étude il y a 3-4 ans sur ce thème et l'AIS nous donne l'occasion de réactualiser. De quels entrepreneurs parlons-nous? D'abord, on peut repasser dans l'histoire. La diaspora africaine est constituée de 2 grandes entités en Belgique. Les Africains issus du Maghreb et les Africains subsahariens. Alors, la diaspora maghrébine est majoritairement constituée en Belgique des ressortissants du Maroc, tandis que la diaspora subsaharienne est constituée à près de 50% par des ressortissants de la République démocratique du Congo. En termes plus simples, quand vous voyez 10 Noirs à Bruxelles ou en Belgique, la moitié provient de la RDC. Nous n'allons pas nous noyer dans des statistiques pour savoir si dans l'entrepreneuriat, est-ce que les ressortissants de la RDC représentent 50% de l'entrepreneuriat. Nous n'avons pas cette étude-là, mais nous nous sommes limités à donner les points généraux qui peuvent nous renseigner sur ce qui se passe. Si dans l'histoire de l'immigration, il y a beaucoup de similitudes entre l'immigration maghrébine et l'immigration d'Afrique subsaharienne, il y a quand même aussi pas mal de spécificités qui sont liées à l'immigration subsaharienne. Et dans le cadre de ce colloque, nous allons nous concentrer sur les Africains d'origine subsaharienne. Quelques données clés. Dans les années 70 et 80, les entrepreneurs de la diaspora africaine étaient presque exclusivement dans 2 secteurs. Le commerce de détail, alimentaire principalement, et la musique. À l'époque des cassettes, à l'époque des disques vinyles. Les quelques commerces qui existaient, d'ailleurs, étaient emblématiques. Les noms de leurs détenteurs étaient connus. Et puis, vers les années 90 et les années 2000, on a constaté un certain élargissement dans le choix des activités. Le commerce de détail est resté très prépondérant et très visible, mais aux alimentations des années 70 et 80, se sont rajoutés le commerce de vêtements, principalement les pagnes. On a vu des magasins de pagnes alimentés par des marques internationales comme Vlisco et autres, mais des magasins tenus par des mamans africaines. Ici est rajouté quelques années plus tard le marché des produits cosmétiques. En effet, si par le passé, on ne pouvait se contenter que de produits cosmétiques de marques multinationales telles que L'Oréal et d'autres, pour ne pas citer toute la liste, de fabricants principalement américains ont introduit, c'est pas eux qui ont introduit, les Africains de la diaspora ont commencé à importer des produits de beauté adaptés aux peaux africaines et aux peaux basanées. Deuxième type de commerce, autant
le commerce de détail d'alimentation importait des produits cas un cas, selon que l'oncle ou la tante venait d'Afrique. Quelques-uns parmi nous, parmi les entrepreneurs, se sont lancés dans l'importation. Donc on a vu, alors que les fournisseurs de commerce africain en alimentation étaient principalement des grossistes maghrébins, on a vu dans les années 2000 et par après des Africains dont quelques-uns ont été financés par Bruxelles comme Domchi ou d'autres approvisionner le commerce africain. Alors que l'idée générale est que le commerce africain ne va pas, nous souffrons, nous n'avons que des difficultés. Quand on regarde l'évolution des années 80 jusqu'à aujourd'hui, le débit de boissons, par exemple, des années 80 n'a plus rien à voir avec des tavernes aujourd'hui. Alors, en dehors du commerce de gros et de l'import-export, il serait rajouté toujours l'ORECA. Mais dans l'ORECA, on est parti vraiment de petits endroits relativement peu fréquentables des années 80 à des cafés, des tavernes et des restaurants. Peu importe les critiques qu'on peut faire à tous ces établissements, mais il y a eu un réel progrès et les standings d'un café ou d'un autre, chacun a le choix. Chacun a le choix. C'est lui qui veut un endroit bruyant où la musique est tonitruante. Il a le choix. C'est lui qui veut un endroit un peu plus cosy où il peut recevoir un partenaire d'affaires européen. Tout ça existe quand même. Nous devons le mettre vraiment au bon côté du bilan du dynamisme de l'entrepreneuriat d'origine subsaharienne. Les métiers de la beauté se sont affirmés. Il y a eu des salons de coiffure et des salons de soins d'esthétique. Le monde associatif, il est aussi à souligner que dans les années 70-80, les associations ne s'occupaient que du caritatif. Mais dans les années 2000, il y a eu pas mal d'associations. Quand on regarde, ça n'avait d'associations que de noms qui sont des commerces. Ce sont des gens, pour la plupart, relativement peu formés, ne sachant pas ou ayant peur de créer une entreprise, avaient plus facile à créer des associations, tout en menant des activités lucratives. Ce phénomène-là, dans les salons de coiffure, a permis vraiment l'émergence d'un nombre de salons de coiffure. Une étude bruxelloise dont je ne me rappelle plus des sources soulignait même que le quartier Matongé est l'un des quartiers où l'on trouve une concentration des salons de coiffure, une concentration la plus forte, pas seulement de Belgique, mais d'Europe. Puisque les commerces se sont développés, diversifiés aussi, il s'est créé tout naturellement le problème d'acheminement de denrées. D'où l'émergence des sociétés de transport de biens, agences de collecte, agences d'approvisionnement d'Afrique, agences de transport dans le sens inverse. Et dans ces secteurs, c'est un des rares secteurs dont les acteurs, je ne parle pas de DHL, je parle de petites sociétés de transport, c'est un secteur qui est occupé quasi exclusivement par les entrepreneurs issus de la diaspora. Puisque le transport s'est développé, il fallait des chauffeurs. On a vu l'émergence vraiment du métier de conducteur de camions, de camionnettes, non seulement pour le compte des agences de transport. Comme ces agences n'avaient pas suffisamment de colis pour pouvoir donner du travail à tout le monde, il y a eu une diversification. Vous avez tous constaté que transporter et distribuer les journaux, toutes boîtes pour des sociétés comme Belgique Diffusion, c'est un domaine où presque la totalité des distributeurs, peut-être plus de 80%, à un certain moment, s'étaient constitués des gens de la diaspora et qui étaient tous des indépendants. L'Internet, l'e-commerce, les applications
sur les smartphones nous arrive en même temps, au même moment qu'aux Belges, qu'aux Français, à tout le monde. Comment se fait-il que les PME européennes saisissent plus rapidement ces opportunités que nous? Donc, on devrait utiliser aussi toutes ces choses. Les entreprises de Matongé, où il y a beaucoup de problèmes de parking, devraient développer un service où je commande le sac de semoule et des chukwang par Internet. Je viens, on me les livre juste à la sortie du magasin ou à un endroit. Le Carrefour le fait, nous pouvons le faire aussi à petite échelle. Tournoyer à Matongé pour trouver un parking, aller faire des achats, casse-tête. Il y a des informaticiens dans notre communauté, toutes ces choses, et il ne faut même pas attendre des informaticiens de notre communauté. Des sociétés belges peuvent nous aider à développer des solutions qui complètent ou améliorent notre service à la clientèle. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur de l'AIS, voilà un petit tour d'horizon. Je vous remercie encore de nous avoir donné cette opportunité. Nous allons d'abord écouter Madame Véronique, qui est maître coordinatrice de Impulse pour les 18-19, pour parler des subsides. Je vais effectivement vous parler du 18-19, des aides que la région peut vous apporter pour vous aider, et puis aussi un peu faire un très rapide panorama des différentes façons qu'il y a d'entreprendre. On pense entreprendre, on pense société, indépendant. Peut-être qu'il y a d'autres pistes qui peuvent faciliter votre chemin. C'est un peu ça que je voulais voir avec vous ce matin. Alors le 18-19, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le service régional d'information et d'orientation pour tous ceux qui entreprennent à Bruxelles. Donc pratiquement 18-19, c'est un numéro de téléphone. C'est un numéro comme un 02. C'est pas surtaxé, c'est pas gratuit, qu'on peut appeler tous les matins entre 8h30 et 13h et les mardis soirs. Pour faire quoi? Pour poser toutes les questions qui vous empêchent de dormir, liées à l'entrepreneuriat. Pas les questions conjugales, ça n'en fait pas encore. Mais donc, toutes questions liées aux autorisations, au financement, aux subsides, au côté légal. Ça peut être comment je fais pour créer un hôtel pour chat, je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je peux stocker de la poudre de cobalt dans mon grenier? C'est quoi des cotisations sociales? Est-ce que je vais devoir payer des impôts? Combien? Est-ce que c'est mieux indépendant? C'est mieux une société? C'est quoi les différences? Vraiment, toutes questions liées à l'entrepreneuriat, vous pouvez nous appeler pour poser ces questions-là. On est une équipe de 10 conseillers maintenant, avec tous des formations généralistes, et donc on vous donne une première information. Une première information au téléphone. Et ensuite, très souvent, vous avez des très bonnes questions. Moi, ça fait 5 ans que j'ai fait ça et tous les jours, il y a bien une fois que je dis « Merci de vous l'avoir appelé, c'est une excellente question » et on fait des recherches. Et on va trouver pour vous la réponse et on va vous renvoyer un email dans les 48 heures avec la réponse. Ça, c'est le côté information. Un rôle très important aussi, c'est le côté orientation. Il y a plein de gens à Bruxelles qui sont là, payés pour vous aider. Je suis payé par vos impôts, mes collègues sont en partie payés par vos impôts, donc utilisez-nous. C'est vraiment important. Donc il y a plein de gens qui sont là pour vous aider, et bien mon rôle c'est aussi de vous renvoyer vers ces différentes personnes. Vous avez tel genre de projet, un tel et un tel pourront vous aider. Vous avez cette question très précise, tel service pourra vous donner la réponse à votre question. Donc on a vraiment un rôle d'orientation vers tout le réseau de l'aide à la création d'entreprises à Bruxelles. Donc, toute question, n'hésitez pas, 18, 19, c'est presque magique. Si vous détestez téléphoner, ça arrive parfois, vous pouvez aussi maintenant passer au guichet physique. On a un guichet au 110 chaussée de Charleroi qui est ouvert tous les après-midi. Donc, vous avez une question, vous avez juste un tout début d'idée, vous venez, vous passez et vous pouvez discuter une demi-heure, 3/4 d'heure avec un conseiller qui sera là. Donc vous êtes vraiment les bienvenus. Même si vous êtes encore en tout début de projet, vous avez une vague idée, venez, on vous fera déjà un panorama de ce qui existe pour vous aider. Sachant qu'entreprendre, c'est très large. Entreprendre, c'est mettre en musique vos rêves, mais il y a plein de formes possibles pour cela. Nous savons que généralement,
le BRUSOC s'occupe de certains parmi nous qui ont été rejetés par le système bancaire. Pour insuffisance de garantie, peut-être que leur tête ne leur plaisait pas, ou bien il y a un a priori. Bon, les banques dont je suis l'un d'eux, peut-être ils estiment qu'il ne pourra pas rembourser. Alors je voudrais savoir quel est le pourcentage de ceux que vous avez dans votre portefeuille qui sont des Africains et qui n'ont pas pu rembourser. Je n'ai pas de réponse précise, je ne pense pas, ou sinon Ahmed me l'aurait fait remarquer, qu'il y a un plus gros pourcentage. Je pense que, je l'ai dit tantôt, il y a 20% de non-remboursement, et je ne pense pas du tout que dans ces 20%, il y a plus d'Africains que d'autres. Je n'ai pas la sensation, et apparemment Ahmed me le confirme, que les Africains soient des plus mauvais payeurs que les autres. Je pense qu'ils sont tous, à 80%, des bons payeurs. Ceux qui nous connaissent savent que jusqu'à présent, notre zone d'intervention, ce n'était pas les 19 communes. On était limité à l'ancien arc industriel de Bruxelles. La bonne nouvelle, c'est pour ça que j'interviens, que je me permets d'intervenir, c'est que BRUSOC va pouvoir intervenir dans les 19 communes de Bruxelles. Parce que le réseau Financité, en 2 mots, est une ASBL qui est ici, juste au-dessus de nous, au 4e étage, qui promeut la finance alternative et solidaire. Donc quand on dit finance alternative et solidaire, ça veut dire que chacun doit pouvoir avoir accès à la finance, donc avoir accès à des comptes en banque, accès à des produits financiers, accès à de l'information et de la sensibilisation. Donc on est une ASBL qui existe depuis 30 ans et qui s'articule de 3 manières différentes. On a un centre de recherche qui fait toutes sortes d'analyses et d'études commanditées par l'Union européenne, la région wallonne, etc. On a un centre de communication et de plaidoyer politique. D'ailleurs, je me suis permise d'insérer le Financité Magazine dans vos petits feuillets bleus. Et le 3e axe, c'est que nous faisons des formations et de la participation citoyenne. Et c'est dans ce cadre-là qu'on collabore beaucoup avec l'AIES et on est très content que vous soyez ici et que les locaux puissent être utilisés pour ce genre d'événement. Avec l'AIES, on a d'abord commencé il y a une paire d'années en faisant de la micro-épargne et en structurant petit à petit en communauté autofinancée, donc en tant que CAF. Et alors on intervient un petit peu, mais maintenant c'est vraiment l'AIES est indépendante et vraiment sur ses 2 pieds. Et donc c'est vraiment un groupe qui a très bien été lancé et qui se structure admirablement bien avec tous ses membres, dont le président et toute autre personne. Alors donc ça c'est simplement pour cadrer entre guillemets Financité, et donc retenez que c'est une ASBL qui fait de la promotion de la finance alternative et solidaire, donc vraiment pour tous. Et juste aujourd'hui je vais faire un petit point sur l'entrepreneuriat et ce que entre guillemets on peut apporter et quels outils vous pouvez venir chercher chez nous. Donc en tant qu'ASBL, on ne fait pas de crédit, mais on fait 2 choses. La première, c'est qu'on fait des formations pour l'appel public à l'épargne. Donc vous avez sûrement entendu parler de crowdfunding, c'est vraiment le mot à la mode, mais il faut savoir que le crowdfunding, il y a 4 types de crowdfunding. On ne peut pas faire de l'appel public à l'épargne de dire j'ai un chouette projet, financez-moi, comme ça. En fait, ça se structure juridiquement. Il faut savoir dire à combien de personnes je vais exposer cette information, combien de fonds je vais lever, etc. Donc, il faut vraiment analyser le dossier du projet. Et donc, ce qu'on organise, et ça, je vous ai aussi mis dans vos feuillets bleus, on organise 4 formations sur l'appel public à l'épargne. Donc, vraiment, si j'ai un projet, comment est-ce que je peux faire en dehors de la banque pour lever des fonds ? Comment est-ce que je peux faire pour faire ma publicité? Est-ce que je dois faire un prospectus? Est-ce que c'est préférable que je me mette en ASBL? Est-ce que c'est préférable que je me mette en coopérative? Qu'est-ce qu'une coopérative CNCD? Qu'est-ce qu'une obligation d'ASBL? Et donc ça, ce sont toutes des questions auxquelles on répond. Ce sont des modules de 4 heures et qui sont gratuits. Et le deuxième, c'est une fois que vous êtes structuré, peu importe dans quelle structure juridique que vous êtes,
eh bien, ce qu'on peut faire, c'est faire de la consultation juridique. Donc, vous aider à la rédaction des statuts, vous aider à essayer de dire, est-ce que ce serait mieux d'être dans telle structure juridique ou plus dans une autre. Donc, ça, c'est la dernière option. Et comme on promeut la finance alternative et solidaire, eh bien, on a créé ce qu'on appelle un label, qui s'appelle un label Financité Fairfin. Donc, c'est un label pour que les tierces personnes, les personnes qui se disent moi, j'ai pas de projet, mais j'ai de l'argent et j'aimerais bien soutenir un projet, mais j'aimerais bien m'assurer qu'il promeut la finance alternative et solidaire, eh bien, je vais essayer de voir tous les produits financiers qui sont proposés et qui ont le label Financité Fairfin. Donc, ça peut aller de... par exemple, la coopérative Le Vin de Liège à Liège a une ASBL qui vend des fruits et légumes à une construction éolienne. Donc ça va vraiment dans tous les sens. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un outil de labellisation pour les porteurs de projets, pour dire, ben voilà, sachez que vous allez être sur une plateforme où toutes les obligations d'ASBL, parts de coopérateurs et autres produits financiers que vous proposez sont labellisés. Et donc, vous avez entre guillemets un cachet qui est belge, c'est en collaboration avec notre collaborateur Fairfin, qui est le pendant néerlandophone, donc ce n'est pas que francophone. Et de l'autre côté, on sollicite beaucoup les gens qui se disent « moi j'ai envie d'investir, je sais qu'en banque ça ne rapporte pas beaucoup, et autant que ça serve l'économie réelle et surtout solidaire ». Je laisse parler tout de suite M. Ben Hamadi pour nous parler de financement avec Broussock. Merci. Voilà, donc mon nom est Ahmed Ben Abdelhadi, je suis analyste financier au sein de Broussock depuis une quinzaine d'années. Enfin, après, c'est vrai que ce matin, le président Serge Julien a dit beaucoup de choses et je pense que vous avez une vue assez claire de Broussock et de l'institution et de l'organisme financier. Alors, compléter peut-être cette information par le fait que Broussock est présent essentiellement sur les très petites entreprises, les TPE, et on peut financer à la fois les personnes qui veulent se lancer en tant que personne physique sous statut d'indépendant, mais également sous statut d'indépendant complémentaire, par exemple. On n'est pas forcément, même si on a une petite activité complémentaire, qu'on décide de la développer au travers d'un statut d'indépendant complémentaire, on peut obtenir du financement. Donc c'est tout à fait possible. Et également, on a des produits plus spécifiques pour les sociétés commerciales. Nos financements vont de 2 000 € à 95 000 €. En sachant que l'ensemble de nos partenaires, on n'exige aucune garantie. Donc ce sont des prêts sans garantie. Ce qui est important, c'est que la personne ait des compétences à valoriser et un esprit entrepreneurial pour pouvoir développer son projet. Un produit financier qui est assez spécifique parce qu'il est la combinaison de moyens financiers, je vous ai parlé, jusqu'à 95 000 €, mais dès qu'il y a une intervention de Broussock, il y a un accompagnement qui est octroyé, qui est réalisé et qui va durer toute la durée du prêt. Donc, si la durée de remboursement est de 3 ans, vous avez un interlocuteur toujours le même au sein de l'institution, au sein de Broussock, qui est là, qui peut vous servir de relais, vous écouter, réfléchir avec vous sur les matières financières, sur la matière juridique. On a également une cellule en interne, on peut relayer toutes les questions très spécifiques, sur les matières administratives. Donc il y a un interlocuteur qui va jouer un petit peu le chef d'orchestre et qui va vous aiguiller un petit peu. C'est vrai qu'on discutait tout à l'heure avec ma collègue, il y a énormément d'informations au sein de la région, il y a énormément de structures et tout seul, on peut vite être perdu par rapport à cette masse d'informations. Hein. Et donc, le fait d'avoir un interlocuteur, c'est toujours un moyen facile d'aller chercher de l'info et aussi de tomber très très vite sur la bonne, sur la bonne information, la formation la plus utile. Et donc, je reviens à la préparation. Lorsqu'on veut démarrer un projet ou lorsqu'on veut faire une demande de financement, il est important d'avoir une demande crédible. Alors, une demande crédible, ça veut dire on doit avoir un plan financier sur lequel on a travaillé
Si on ne peut pas se faire entourer pour pouvoir s'entourer d'un comptable, et c'est vrai qu'au départ, un comptable va très certainement va exiger des honoraires, et si on n'a pas forcément les moyens, sachez qu'il y a des organismes qui existent, on appelle les guichets d'économie locale, qui peuvent vous aider à réaliser un plan financier. Mais ce travail-là, il faut le faire, réfléchir sur son chiffre d'affaires, quelles sont mes perspectives, quel est mon prix de vente, quels sont mes prix d'achat, quelles sont mes différentes charges. Si ce travail-là n'est pas fait au départ, si on ne se pose pas toutes ces questions, très vite, lorsqu'on se retrouve en face d'une personne qui va venir et qui va vous poser toute une série de questions sur votre projet, on va très vite se rendre compte que vous ne maîtrisez pas les éléments financiers. C'est un travail obligatoire en réalité. Si on ne le fait pas, si on n'a pas l'ensemble des réponses, si on n'a pas l'ensemble des réponses par rapport à des questions financières de base, et si on n'a pas un plan financier crédible que l'on comprend, c'est vrai que ça va être difficile. Donc un travail de préparation, c'est important. C'est ce qu'a fait probablement le juge. Il a regardé votre plan de relance. Il s'est dit, ce monsieur, effectivement, Vous êtes à quel niveau? il est en situation difficile, il est en situation de faillite virtuelle, mais compte tenu de ce qu'il me propose, je pense qu'il a des chances de poursuivre son activité. Et donc, je gèle un petit peu l'ensemble de ses dettes. Je dis à ses créanciers, attendez, on va lui donner un peu d'oxygène et il va redémarrer. Et on va lui donner le temps pour redémarrer. Donc, tout ça pour vous dire que quelle que soit la situation, lorsqu'on regarde, se projette vers l'avenir et qu'on a un projet valable, il y a toute une série d'interlocuteurs qui sont prêts à prendre le risque et à faire confiance. Ça, c'est important. Et Brussocq, c'est un peu la même philosophie. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas la situation de départ. On sait bien que les personnes, effectivement, sont en situation difficile. Il y a une exclusion sociale, une exclusion bancaire. Elle est présente. Mais en même temps, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Par contre, au niveau présent, il faut qu'il y ait des compétences. Il faut que l'on comprenne que le plus important est dans l'économie et non pas nécessairement dans le politique. Or, quand vous regardez la plupart des pays d'Afrique, ce n'est que la politique, du matin au soir. Dans toutes les anciennes, il n'y a que la politique. Et là, c'est une erreur. Je voudrais maintenant revenir au plus sérieux. Nous avons constaté ainsi que sur la rue du Brabant, il n'y avait pas de place pour d'autres communautés que la communauté turque. Ce n'est pas contre la loi, ce n'est pas illégal. Mais pourquoi à Matongé, il n'y a plus de place? Il ne va plus y en avoir en tout cas pour les Africains. 99% des produits alimentaires, comme notre frère vient de dire, ils sont commercialisés par les Indo-Pakistanais. Là aussi, ce n'est pas illégal. Mais nous avons le devoir de nous poser des questions. J'étais une fois sur l'avenue Clémenceau. J'ai vu deux Africains qui s'entraidaient aux Pakistanais. Je disais, mais comment ça se fait que vous vendez nos produits et que vous ne vendez jamais les vôtres? Je les ai interpellés, je dis, mais ce n'est pas à eux qu'il faut s'en prendre. C'est à nous tous qu'il faut s'en prendre. Parce que nous ne faisons pas notre devoir. Ils ont le droit. Faisons ce qu'eux sont en train de faire pour nous. Le problème était qu'il n'y avait pas de réaction dans les milieux africains, que ce soit au niveau des ACP ou ailleurs. Mais il a quand même fallu que quelque part, de petites initiatives comme celle-ci soient prises. Et on s'est ainsi réunis en décembre 2010 sur l'avenue Clémenceau, célèbre Clémenceau. Et là, on s'est posé la question, mais pourquoi ne pas prendre une initiative? Et à cette occasion, on a fait un constat simple. Le problème, peut-être le plus important, c'est le financement. Mais si nous, on n'a pas les moyens de nous financer, comment les autres font? On nous a dit non, c'est la solidarité qui joue, notamment pour les Turcs. Solidarité familiale. Et en réfléchissant, nous sommes arrivés à la conclusion que en matière de financement, il y a deux produits. Il y a l'épargne et il y a le microcrédit. Il y a le crédit bancaire. Mettons-le de côté parce que là, nous ne sommes pas éligibles. Mais l'épargne est aussi un service financier. L'épargne est même aussi
la source de financement la plus stable, la moins chère qui existe. Mais il faut la mobiliser. Et peut-être qu'en la mobilisant, nous pouvons arriver à avancer dans la possibilité pour nous de nous prendre en charge sur le plan du financement de nos activités. Aussitôt dit, aussitôt fait, on s'est dit, à partir de cette idée que nous pouvons nous prendre en charge, à partir de cette idée que l'épargne peut nous sortir de la situation dans laquelle on risque de nous trouver dans quelques années, à savoir ne plus exister sur le plan des affaires, eh bien, allons-y, retrouvons-nous régulièrement chaque mois et construisons un projet. Autour de l'épargne d'abord, et le crédit viendra ensuite. Mais le problème auquel on était appelé à faire face à ce moment-là, ce n'était pas le problème de l'épargne comme tel, mais le problème de l'obstacle pour arriver à cette épargne pour qu'elle soit effectivement opérationnelle et utile. Et ce problème, c'était la confiance. Parce que dans tous les domaines financiers, la confiance, c'est le mot, c'est l'élément clé. Quand vous allez à la banque, elle vous refuse le crédit parce qu'elle n'a pas confiance en vous. Elle croit que vous êtes venu chercher des sous pour disparaître avec ça dans la forêt équatoriale quelque part en Afrique. Donc, il nous a fallu 6 ans pour voir si on pouvait faire face à ce problème crucial qui était la confiance, qui était déjà abusée pendant plusieurs années, et dans nos pays et à l'étranger. Souvenez-vous, dans certains pays, je suis celui que je connais le mieux, il n'y a presque plus d'établissement de crédit. Tous les crédits ont été confondus avec les dons. On a pris l'argent et on a oublié de le remettre. Donc, ce problème nous a préoccupés pendant 6 ans. On s'est dit, est-ce qu'on est capable? Ou alors on laisse tomber, si c'est une solution, ou on poursuit cet effort, en espérant qu'un jour, les gens vont épargner et que cette épargne, comme ça se fait dans une banque, peut constituer un fonds que nous pouvons affecter à la réalisation de nos besoins spécifiques. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que nous avons réussi, grâce bien sûr au concours et surtout à la détermination des uns et des autres qui ont dit non, c'est un bon projet, on va y aller. Alors, nous avons parlé jusqu'à présent des crédits professionnels. Mais il y a 2 dimensions. Il y a aussi les crédits personnels. Nous n'en avons pas parlé. Mais ce n'est pas le plus important pour nous. Le plus important pour nous était d'abord que l'Africain soit capable d'initier des activités économiques, qu'il soit capable de créer son emploi propre, qu'il soit capable de s'enrichir, qu'il soit capable d'être un interlocuteur valable pour le BRICSOG, pour la banque et pour les autres. Et notre épargne fait partie de ce qu'il faut pour que nous soyons considérés, pour que nous soyons pris au sérieux. Les Marocains, il y en a qui le savent, ils ont leur propre banque. Alors il y a 2 banques belges ici. Mais pourquoi nous ne pouvons pas rêver nous aussi, au bout d'un certain temps, d'avoir notre propre banque? Et la banque, c'est quoi? Mais c'est tout simplement une organisation qui, à un moment donné, a estimé que garder l'argent chez soi, c'est dangereux. Ça peut être volé, l'incendie peut tout brûler. Mais que les gens viennent chez nous, où nous avons créé les conditions de sécurité suffisantes. Mais comme tout le monde ne viendra jamais chercher des sous le même jour, la banque a toujours de l'argent. Pas pour s'asseoir dessus, mais pour travailler avec et produire ses fonds propres qu'elle n'a pas au départ. Mais nous faisons exactement la même chose. Nous épargnons comme nous sommes là, nous sommes 100, nous épargnons, mais évidemment à la condition que cet argent ne disparaisse pas. Mais nous devons veiller à cela. On doit créer des conditions aussi de sécurisation, et nous sommes capables de le faire. C'est question de le vouloir. Ou bien nous voulons rester dépendants, ou bien nous voulons nous libérer. Et si nous voulons nous libérer, eh bien je crois qu'il faut y aller.